Alors, on commencera par un topo de Kira Journey sur l'hémostase, puis après comment monitorer l'anticoagulation avec Stéphane Lebel. Et après, on parlera de transfusion, savoir quel produit transfuser à nos patients, à quel moment. Et donc, ça fera déjà un beau programme pour l'heure et demie à venir. Donc, on va commencer par le topo de Kira Journey sur l'hémostase induite par l'ECMO en cardiopédiatrie. Merci beaucoup. Bonjour. D'abord, Philippe, merci pour l'invitation. Et maintenant, pour avoir... Comment? Le microphone? Si? T'as pas ton micro? Ça y est, c'est bon. C'est bon, ok. Bonjour et je m'excuse. D'abord, merci pour la présentation et pour l'invitation et mes compliments à Philippe pour avoir réussi à organiser la réunion, même avec toutes les difficultés. Je vous présente un topo sur les modifications de l'hémostase induites par l'ECMO et aussi comme on a évolué dans le temps en train de réduire les complications plus fréquentes que sont la thrombose et les saignements, encore la responsable de les majeures complications pendant toutes les assistances. Voilà. Déjà, en regardant les registres ECMO d'une façon rétrospective, vous pouvez voir qu'on n'a pas beaucoup amélioré sur ce qui sont en fait des mortalités qui provoquent en fait une survie qui n'est pas supérieure dans les années 90 jusqu'à maintenant à 60% à la décharge de l'hôpital. Et en regardant toujours d'une façon rétrospective les registres entre les années 90 et les 2012, ont été analysées les complications hémorragiques et thrombotiques en termes de proportion entre les saignements et la thrombose, en rapport au numéro d'ECMO et à la proportion des morts que cette complication peut provoquer. Et comme vous pouvez voir, il y a une augmentation dans toutes les ECMO, adultes, pédiatriques et nouveau-nés dans la totalité, en rapport au numéro d'ECMO qui ont été posés dans le temps. Il y a une baisse de la ratio sur les adultes qui après s'élève à nouveau. Sur la partie pédiatrique, par contre, on a une proportion de mortes qui passe de 40% à 80%, et les nouveau-nés qui ont eu toujours des complications très élevées, qu'on continue à en avoir en passant de 50 à 70%. Ça veut dire qu'on n'a pas résolu absolument les complications liées à l'altération de l'hémostase. En rentrant sur, toujours d'une façon rétrospective, regarder la partie intracrânienne, donc l'hémorragie de la tête, qui sont plus communes sur les nouveau-nés et sont associées à la réduction de la survie à tous les âges, vous pouvez voir que l'hémorragie intracrânienne, elle représente les 11% de toutes les complications dans les ECMO respiratoires néonatales et qui a un impact sur la mortalité jusqu'à 30%. Et la même chose, même si un peu moins, sur les ECMO cardiaques. Et la partie pédiatrique, elle n'est pas épargnée du tout, il y a quand même des pourcentages élevés de responsabilité. Et ça, c'est une étude multicentrique d'épidémiologie qui étudie en fait les strokes sur les patients cardiaques chirurgicaux qui sont entre les plus délicats entre tous les patients. Et vous pouvez voir en fait les strokes ischémiques à baisser, mais les strokes hémorragiques pas du tout dans les temps. Et en fait, les facteurs indépendants de risque sont après l'âge néonatal, les bas poids et la longueur en fait des ECMO. En entrant sur les complications hémorragiques, toujours en faisant rétrospective, analyse du registre, pour voir la prévalence de l'hémorragie sur tous les patients comparés au subgroupe cardiaque, vous pouvez voir qu'elle est plus élevée dans les patients cardiaques que dans les patients qui ne sont pas cardiaques, qui est plus élevée sur les patients qui ont une chirurgie et est plus importante dans les subgroupes cardiaques dans les patients qui ont une cardiopathie congénitale, donc une pathologie structurelle du cœur. Et l'hémorragie intracrânienne, elle est plus élevée, en prévalence plus élevée dans les nouveau-nés, avec un pourcentage de 13% vers 5,6, avec un P qui est quand même significatif. Donc, ça, c'est une étude prospective qui représente plusieurs centres en fait, importants des États-Unis, 8 centres pour la spécificité, entre regarder
entre le 2012 et le 2014. Aussi ici, la chose, c'est important parce que c'est l'unique étude prospective sur la partie pédiatrique ECMO jusqu'à maintenant des relevances. Et ce qui montre que la survie, comme on disait au début, n'a pas, en fait, est pas augmentée, elle reste autour des 56%. Et si on regarde la prévalence des événements des saignements qui en fait sont indépendamment liés à les risques de mortalité, vous pouvez voir qu'ils sont très fréquents, avec une fréquence de 27,5 pour 100 jours d'ECMO, et les risques de mortalité associés, c'est 1,3% par jour d'ECMO. Et est toujours associé à la longueur d'ECMO, même si l'analyse est faite plutôt sur la première partie du diagramme, parce qu'en fait, dans les États-Unis, entre la première semaine, après, les plus que 60% des patients sont en fait sévères de l'ECMO. Donc, en fait, on s'occupe quand on est sur ECMO et sur même un système de longue durée, parce que ça ne change pas beaucoup en fait au niveau des généralités. On a à penser en fait à la surface étrange qui est les circuits sur lesquels on est en train de s'améliorer, de faire des améliorations. Et en fait, on regarde aussi la partie patient où on a toute l'activation du système d'hémostase, c'est-à-dire l'activation de la coagulation, de l'inflammation, les déficits qui peuvent venir acquis et la fibrinolyse. Donc, sur la complexité de la pathophysiologie de l'hémostase en ECMO, on voit en seconde, et puis en minute, en heure, on a une activation d'un système de l'hémostase qui, depuis les 2001, est basé sur un système cellulaire, c'est-à-dire les cellules sont responsables de l'activation de la coagulation en même temps que la cascade, donc ne sont pas seulement des moyens pour activer la cascade, mais font vraiment partie de l'activation. Et on a une activation du système des contacts qui porte à l'activation du complément qui est présent à tous les temps, et puis en minute du tissu factor de la voie extrinsèque, et donc après ça s'activera encore tous les compléments, les fibroblastes, les plaquettes, et ces systèmes de turbulence, ça entraîne un steady state qui continue dans les ordres, dans toute la phase en fait où l'ECMO est posé, avec une activation constante des plaquettes, de la thrombine et de l'inflammation, et en consommation des facteurs. Donc, c'est une vraie coagulopathie qui est induite par l'ECMO, où notre problème, c'est titrer en fait l'anticoagulation pour limiter et maintenir une balance entre les saignements liés à la trop anticoagulation et la thrombose qui peut venir si on n'est pas suffisant, et les mécanismes qui sont développés, qui se développent, qui sont quand même dynamiques, multifactoriels. Un petit mot, on peut le mettre sur les développements hémostase, parce qu'on sait que les nouveau-nés sont plus à risque d'avoir des troubles de coagulation, même s'il faut dire qu'ils sont un peu balancés entre leur système des fibrinolyses et d'activation de la coagulation. Mais c'est vrai que l'âge influence beaucoup la maturation des facteurs qui ne sont pas matures jusqu'à l'âge de 6 mois. Les tests ne sont pas fiables, surtout la PTT qui est prolongée jusqu'à l'âge de 3 mois, et les TP qui ont une pauvre corrélation avec les niveaux de tous les facteurs. On a un announcement de la phase de l'adhésion, donc les plaquettes, les facteurs de Fonville, les facteurs 8 sont très élevés pour compenser, mais tous les autres facteurs sont réduits jusqu'en fait à l'âge de 6 mois. Comme je disais, il y a une régulation en fait de la fibrinolyse, parce que aussi la fibrinolyse est autour de 50% de la phase adulte, et donc c'est comme un système de compensation, mais quand même délicat par rapport à l'adulte. Et en plus, on vient de découvrir dans les années même récentes cette pathologie acquise de la pathologie d'adhésion de la plaquette qu'on connaissait sur les adultes, sur la pathologie de la sténose aortique, de la transplantation pulmonaire avant la transplantation, du leak de la valve mitrale après le positionnement de la valve, mais qu'on a découvert sur les assistances de longue durée, bien sûr. Et là, on va voir qu'en fait, même sous les ECMO, on a la même chose, parce que c'est une pathologie acquise qui commence dans l'immédiat. Et donc, si on fait des analyses du facteur de Fonville-Lembrand dans les jours, on voit la perte vite des multimères à haut poids moléculaire, parce que l'endothélium qui est abîmé, en fait,
expose les facteurs de von Willebrand D+, à la DAM13 qui clivent les multimères, qui sont ceux-là qui sont importants pour en fait l'adhésion. Donc, on n'est pas encore parfait sur les deux parties, sur l'hémocompatibilité de tous les devices. Ça, c'est l'endothélium parfait qu'on essayerait de vouloir maintenir avec les améliorations du circuit, c'est-à-dire protéger à la thrombose et protéger au saignement. Et donc, on est en train de travailler sur toutes les parties qui sont à être activées une fois qu'on a posé un device, c'est-à-dire l'activation de toute la partie d'adhésion, des sécrétions de la plaquette, l'activation de la coagulation, l'activation du complément et de l'inflammation. Et l'ISHIR qui est toujours présent une fois qu'on pose en fait l'assistance. Et ça, c'est un éditorial sur, en fait, sur ce qu'ils sont en train de faire sur les nouvelles surfaces. Donc, on connaît bien les surfaces biomimétiques baignées par l'héparine. Ils sont en train de voir in vitro s'il est possible d'avoir des réservoirs d'hénon qui puissent bloquer en fait l'antiagrégation. On n'est pas encore parfait sur ça parce qu'en fait, les delivery de l'hénon, il a un temps dédié. Mais par exemple, sur la 3e génération, ils ont vu en vitro que ça n'abîme pas les plaquettes et maintient une antiagrégation efficace. Donc, peut-être pour le futur, ça pourrait être considéré. Dans l'autre partie, sur les surfaces biopassives, on va vers des surfaces qui sont omniphobiques, qui ont un système comme l'effet Lotus qui permet en fait d'avoir une sorte de film indépendant qui sépare l'air au liquide, qui donc fait pas déposer des molécules sur la protéine plasmatique sur la surface du circuit et donc ne s'active pas. Et la vraie innovation, ça devrait être en fait l'endothélialisation du circuit qui devrait prévoir aussi une induction en vivo de la transformation des cellules progénitrices endothéliales qui circulent normalement dans les sangs une fois rencontré les circuits pour avoir en fait une cascade de maturation et protéger l'endothélium. Sur la partie sang, on est sur en fait l'amélioration de ce qui sont la thérapie antithrombotique anticoagulant, mais même ici, on n'a pas un agent parfait, donc un médicament parfait. Les supports sont différents et le management des protocoles encore n'est pas vraiment uniforme. On a une variabilité de monitoring et aussi des résultats qui sont encore contradictoires, comme par exemple ceux-là qui sont liés à l'utilisation de l'antithrombine, oui ou pas, pendant l'assistance. Ça, c'est juste la notre cascade de la coagulation avec les médicaments qui ont leurs limites. L'héparine non fractionnée était considérée le gold standard jusqu'à maintenant et en fait, elle a des limites comme la thrombocytopénie induite par l'héparine et la consommation des plaquettes. Les nouveaux anticoagulants qu'on commence à utiliser, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de littérature, ont un problème, sont super chers. Et l'autre chose est qu'ils n'ont pas vraiment un reversal agent qu'on peut utiliser. Donc, en fait, on n'a pas comme pour l'héparine la protéine pour les contraster. Juste la variabilité des circuits, c'est donné aussi de la variabilité d'assistance. Les véno-artériels et les véno-vénons, ils ont quand même la même inflammation et le même impact sur l'hémostase et les mêmes shear stress sur les temps. Mais il faut aussi dire que le management de l'anticoagulation, ça peut être un tout petit peu différent et on peut se permettre une anticoagulation un peu plus légère parce que les risques en fait des thrombose aiguë est moins important, on a moins de risques de saignement, on n'a pas de cannulation centrale, on a une mobilisation qui est un peu plus véloce et, voilà, et moins de risques de thrombose sur la phase de sévrage. Les registres et aussi les bouquins dans les dernières versions, il met encore l'héparine comme gold standard, il commence l'attention sur le rôle des nouveaux anticoagulants, ce qui va être quand même mis en évidence, c'est qu'encore tous les centres utilisent leur protocole sur la base de la littérature et sur la base de leur propre expérience. Donc ça c'est juste en fait les conditions et les conseils qu'ils donnent pour faire front aux complications thrombotiques et des saignements qui sont présents dans les bouquins. Et voilà, après par contre la variabilité va être décrite. Ça c'est un survey un peu vieille maintenant, dans les 2013, mais très important, qui montrait comme encore
on avait quand même des variabilités d'utilisation, commençait à venir l'utilisation de l'antidissa comme monitorage de l'héparine, et les centres qui avaient quand même un thromboelastogramme l'utilisaient dans les 43% des centres. Mais la variabilité était importante. Après, les études qui sont sorties successivement, ils ont montré, par exemple, comme cette étude monocentrique, que l'utilisation d'un protocole baisse beaucoup soit les complications hémorragiques, soit la durée du circuit, que l'utilisation des produits, en fait, des transfusions. Et après, encore plus récemment, on a eu même des seuils conseillés comme seuil optimal pour prévenir la thrombose, comme le niveau d'antidissa en termes d'unités par millilitre et la R en minute du thromboélastogramme. Et donc, les reviews maintenant contemporaines, ils ont montré qu'il y a une variabilité de major bleeding et paradoxalement, l'utilisation de l'ACT semble meilleure que l'utilisation de la PTT. L'antidissa et le monitorage de l'antidissa a réduit quand même dans le temps les transfusions avec une amélioration de la survie et commence à venir la stratégie de la bivalirudine et de l'argatroban. Donc, on va mettre une petite attention sur ça. Il faut rappeler que ces médicaments ne sont pas labellés en fait, sauf l'argatroban pour la thrombocytopénie induite par l'héparine. Donc, leur utilisation sur les assistances, c'est complètement off-label. Et ça, c'est leur mécanisme d'action avec un site univalent comme l'argatroban ou bivalent comme la bivalirudine, où on a en fait l'action directe sur les sites actifs, sur les sites du fibrinogène. Il ne s'est pas connu leur action sur le site 2, qui c'est le site où en fait se posent les complexes héparine, thrombine, antithrombine. Donc, leur avantage est qu'ils arrivent à bloquer pas seulement la thrombine qui est formée, mais aussi la thrombine qui est liée à la fibrine, alors que l'héparine n'est pas capable de faire ça parce qu'il y a un engombrement stérique qui empêche en fait de bloquer la fibrine et la thrombine liée. Et en plus, ils n'attaquent pas les plaquettes parce qu'ils n'ont pas récepteur pour les plaquettes. On considère le monitorage par la PTT, on n'est pas encore sûr quel est le meilleur, mais bon, c'est considéré la PTT maintenant un peu les plus fiables. Et il faut se rappeler que ce sont des médicaments qui ne fonctionnent pas où il y a des stages, comme sur les connexions, sur les lignes où il y a la stase ou si les ventricules n'éjectent pas, parce qu'en fait, la bivalirudine en particulier a subi un catabolisme enzymatique qui a besoin d'être en fait d'une source plasmatique de bivalirudine en continu, sinon dans certaines zones on n'est pas couvert. On n'a pas l'antidote et peut-être dans les temps, ils pourront développer des anticorps parce qu'ils sont quand même des peptides et sont très, très chers. Il existe déjà quelque chose en littérature comme cette petite review systématique qui quand même est un peu faible. On ne peut pas considérer systématique parce que en fait les études ne sont pas beaucoup et les cas contrôles ne sont pas beaucoup. Mais ce qu'on a vu qui quand même c'est une bonne option quand on a la présence d'une thrombocytopénie induite par l'héparine. On a moins de fluctuations sur la PTT, ça on l'a marqué même nous à Rome en l'utilisant, et on a moins de saignements surtout sur une étude. Même si encore on est sous variabilité des dosages et les risques de thrombose pour la stase. Sur les fronts anti-agrégation en ECMO, on ne sait pas beaucoup. Au moment, on n'a pas beaucoup de protocoles pour ça et donc on s'est référé au protocole de l'assistance de longue durée qui sont maintenant même en train de changer. Et pour terminer, juste je vous montre voilà, notre circuit qu'on utilise à Rome sont des pompes centrifuges divisées par moins que 10 kg et plus que 10 kg. Et voilà, ça c'est les protocoles qu'on utilise. On a commencé à utiliser la bivalirudine pour toutes les assistances, même ECMO qui on pense durer plus que 15 jours parce qu'on a meilleurs résultats sur les changements des circuits et sur les saignements, surtout aigus. Et pour l'antiagrégation, on la met sur les ECMO si en fait, on pense durer beaucoup parce qu'on a eu des assistances qui ont duré même une année, cannulées d'une façon centrale et via canule Berlin-Hart en attente de transplantation.
Ça, c'est une analyse intermédiaire qu'on avait fait le mois de novembre pour un congrès japonais. Maintenant, on a dépassé plus que 20 patients qui ont mis un peu la bivalirudine pour plusieurs types d'assistance. On a évoqué un épisode de major bleeding sur une patiente qui est morte d'hémorragie subarachnoïdienne après 10 mois d'assistance, qui attendait une transplantation cœur-poumon sur une pathologie veine-occlusive pulmonaire et qui est morte d'une hémorragie subarachnoïdienne, probablement pas liée à l'anticoagulation, mais au fait qu'elle était cannulée avant par les coups et puis pour voie axillaire. Elle avait développé toute une altération, une malformation de l'artère cérébrale moyenne de cet côté, et donc peut-être les circuits collatéraux étaient un peu hypertendus. Ça, c'est juste un diagramme pour montrer que la PTT et la bivalirudine, quand même, ils ont quand même une corrélation significative dose-valeur, qui est plus important l'homogénéisation sur l'ECMO que semble sur la première partie de l'analyse que sur les autres assistances. Et voilà, si on la regarde en quartile, on voit qu'en augmentant la dose, on augmente aussi les valeurs des anticoagulations en target TAPTT en seconde. Donc, pour conclure, l'ECMO induit une coagulopathie complexe qui alterne tous les facteurs de l'hémostase. Même si on a eu des améliorations, ça reste quand même difficile de contrôler la balance entre les saignements et la thrombose. Il y a des nouveaux targets qui sont en train de sortir et des nouveaux médicaments, mais je pense qu'il faut encore des études et surtout, il faut vraiment des collaborations entre les centres, comme ça, comme on l'a déjà sur les centres qui font des assistances longue durée pour réduire vraiment la mortalité et la morbidité dans cette population unique. Après, je ne suis pas sûre que les nouvelles surfaces puissent nous permettre de ne pas faire de l'anticoagulation, de l'antiagrégation du tout dans le futur. Merci beaucoup. Merci Chiara. Merci. Une question là qui est Merci. Intervient, c'est en cas de caillot visible à la surface de la membrane ou du circuit, que faites-vous? Vous changez le circuit systématiquement? Non, on attend s'il y a juste des thrombus autour des connexions. On attend en fait et on les regarde strictement pour voir s'ils grandissent de niveau, s'ils changent la couleur et passent du blanc au noir, et alors on change les circuits. En général, quand on change les circuits, on change tous les circuits, pas seulement les connexions. Mais en utilisant la bivalirudine, on est arrivé à avoir un changement tous les 25 jours, qui est un peu la durée du circuit. Mais c'est vrai que c'est très cher. Donc, il faut considérer cet aspect-là qui est important. Et une autre question, que faites-vous en cas de besoin en héparine qui dépasse les 40 unités kHz? On passe à la bivalirudine sûrement. D'accord. Vu qu'on l'a à disposition maintenant, depuis une année et demie. Désolée pour le son. Comment? Je n'ai pas entendu la question. Désolée, oui, pour le son. Je pense que c'est le fait d'être sur les 2h10, ça ne marchait pas très bien. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez l'impression que la durée du circuit, elle est moins importante quand on est post-chirurgie avec post-cardiotomie que quand c'est pour une ECMO sur une indication Oui, absolument, parce qu'on a quand même des saignements beaucoup plus fréquents sur les premières 48 heures surtout. Et donc, en fait, en transfusant des produits de coagulation comme plaquettes surtout, même les plasmas, etc. Après, quand même, parfois, on est obligé, sur la première semaine d'assistance, à changer la membrane assez vite. Et en plus, parfois, pour les saignements, à cause du saignement, on reste sans héparine pour 2 jours, même si on a un saignement actif. Et donc, ça, après, s'entraîne des thrombus de partout et il faut changer quand même. Donc oui, on a l'impression qu'on change beaucoup plus quand on vient d'une ECMO post-chirurgicale que pas une ECMO posée pour d'autres raisons, comme une dysfonction cardiaque primitive, etc. Oui, Stéphane, tu avais une question?
Ouais, je voulais savoir pourquoi le choix de la bivalirudine par rapport à l'argatroban, par exemple. Est-ce qu'il y a, Euh, il y a eu au Bambino Jésus un choix de molécules argumenté? Non, non, on a commencé, en fait, on a choisi la molécule parce on a commencé en fait à regarder qu'est-ce qu'ils faisaient dans les États-Unis pour l'assistance de longue durée. Ils essayaient surtout la bivalirudine dans leur programme Harmonization voilà, sur les assistances de longue durée. Et donc, nous aussi, on s'est mis à la bival pour en fait avoir des points de comparaison avec eux qui ont nous aidé beaucoup, surtout des Edmonton pour mettre en place en fait ces programmes qui après on a adapté à l'ECMO et donc on est un peu parce qu'on a vu que c'était mieux sur les assistances longue durée et donc on a commencé à les adapter même si notre administration elle n'est pas vraiment contente parce qu'on dépense beaucoup plus, mais sur les assistances longue durée on a limité énormément les épisodes de stroke, surtout sur le Berlinart, qui on avait surtout quand on passait à la coumadine sur les petites assistances d'une année et demie. Donc, notre chirurgien force beaucoup si on ne cherche pas, par exemple, les patients de l'hôpital qui n'a pas une assistance totalement implantable, bah, il préfère rester sur infusion de bivalirudine plutôt que de passer à la coumadine voilà, parce qu'on a eu des plaisirs avant. Mais bon, il faut l'argumenter tous les 3 mois avec l'administration pour les questions du coût, etc. Ils insistent sur le fait que les strokes coûtent plus que la bivalirudine à la fin, à la région. Et peut-être c'est vrai, je ne sais pas exactement. Mais bon, c'est une question de balance entre... Mais pour les services, c'est beaucoup plus facile. La bivalirudine reste stable. Les variations, effectivement, de la PTT en seconde, comme on les considère, sont pas beaucoup. Les doses restent... on a l'impression que les adolescents, ils ont besoin d'une dose beaucoup plus basse que les petits, mais je ne sais pas encore pourquoi, en fait. Mais la fluctuation, c'est vraiment très basse. Alors qu'en héparine, surtout avec toutes les gardes, bah, on a aussi des variabilités de comportement des docteurs. Et par contre, avec la bivalirudine, non, on n'est pas obligé à ces petits passages et on contrôle 2 fois par jour quand on commence à avoir une longue durée, même 2 fois par semaine après. Et bon, les valeurs sont très stables, alors qu'avec l'héparine, c'est pas comme ça. Donc, sur ça, on a gagné. On ne consomme pas des plaquettes, reste stable ces valeurs des plaquettes. Mais bon, je ne sais pas si on peut conseiller de les faire pour les ECMO d'abord, parce que quand même sous la review systématique que j'avais présentée, un centre l'a changé comme politique interne, les autres l'utilisent seulement quand on a vraiment des résistances à l'héparine ou une thrombocytopénie induite qui est manifestée en fait. Et vous comptez publier votre série d'ECMO à partir de combien de cas? Alors là, on a dépassé les 20 patients dans la totalité. Donc, je pense qu'on pourra faire les calculs bientôt parce qu'en fait, on voulait publier ces 14 patients, mais toutes les séries qui sont sorties sur les assistances longue durée ont plus que 30 patients. Donc, bah, on a attendu de dépasser 20, mais on aura en fait différents types d'assistances qui ont mis la bivalirudine. Donc, on les regardera seulement sans les comparer parce qu'on ne peut pas les observer en comparaison. Donc, on aura des ECMO, on aura des assistances totalement implantables, on aura des Berlinart, et voilà, mais paracorporels, etc. Et on ne les comparera pas, on les observera seulement en fait. Et à partir de quand vous considérez qu'une ECMO est longue? Bah, à partir de 15 jours, 3 semaines. Si on pense sur une myocardite, par exemple, qui après, il faut continuer plus que 15 jours, on a des problèmes avec le monitorage de l'héparine, on la change. Entre les 2 semaines, on s'est accordé avec l'administration de ne pas les faire, voilà, pour contenir un peu les coûts, en fait. Une dernière petite question par rapport à l'actualité du Covid. Vous avez eu des problèmes d'héparinothérapie ou d'hémostase plus importants?
Nous, non, parce qu'on a dérivé les patients pédiatriques avec Covid qui n'étaient pas cardiaques, parce qu'on n'a pas vu des cardiaques venir dans une autre sede du Bambino Gesù, parce qu'à Rome, il y a 3 hôpitaux Bambino Gesù, et c'est un autre qui a un peu plus d'espace, qui est à la sede de Palidoro, à la mer, en fait, de Rome. Et donc, on a organisé une thérapie intensive là-bas, mais à part mettre des léparines non fractionnées comme ça, 10 unités, ils n'ont pas eu de gros problèmes en fait, des coagulations parce que c'était des cas très légers en fait. D'accord. Donc, même pas intubés. Très bien, merci. Je n'ai pas l'expérience. Philippe, je pense qu'on va passer à l'orateur suivant. Si tu veux présenter. Oui, alors il s'agit de Stéphane Lebel, que tout le monde connaît, qui va nous parler de comment je monitore l'anticoagulation sous ECMO. À toi, Stéphane. C'est parti. Impeccable. Je partage. Bonjour à tous. On commence tout de suite en revoyant un petit peu. Alors, c'est très facile de passer après Chiara quand on parle de physiologie. Juste la justification de ce topo très rapidement. Les paramètres d'activation de la coagulation sont bien montrés sur cette étude ancienne de 96. Vous voyez les fractions 1 et 2 de la thrombine qui, dès la première heure, sont fortement activées, le complexe thrombine-antithrombine, ainsi que les D-dimères témoignant d'une fibrinolyse précoce, d'une mise en jeu de la cascade de coagulation. Dans cette étude plus récente de Pediatric Critical Care, vous voyez que le nouveau-né montre également de façon prolongée jusqu'au 5e jour après ECMO une activation, une élévation de ces complexes thrombine-antithrombine et des fragments 1 2 de la prothrombine témoignant de l'activation de la coagulation. Deuxième problème, activation, c'est les complications de l'ECMO qui sont en particulier les événements hémorragiques. Vous voyez qu'en gros, 70% des patients font l'expérience d'une hémorragie au cours d'une ECMO. C'est une étude prospective que vous connaissez tous maintenant, publiée en 2017, qui est absolument remarquable et qui fait le point sur le problème. Même chose pour les complications thrombotiques, qui sont moins fréquentes, 11 événements thrombotiques pour 100 jours d'assistance. Comment peut-on expliquer les complications thromboemboliques au cours de l'ECMO? On peut globalement les séparer en 3 catégories: les conditions liées au patient, on pourrait rajouter la chirurgie d'ailleurs, les effets thérapeutiques du traitement anticoagulant, et on va voir que, moi à ce sujet j'ai un certain nombre d'interrogations, et bien sûr les insuffisances du monitorage du traitement anticoagulant, et c'est de ça qu'on va parler. Fort heureusement pour moi, un numéro très récent de Pediatric Critical Care nous donne globalement le plan un petit peu sur ces interrogations concernant le monitorage, et ils nous disent que le monitorage idéal dans ce contexte doit à la fois donner les éléments surveillant le traitement anticoagulant et identifier les coagulopathies associées, et il nous précise qu'au passage, à ce jour, rien n'est défini et qu'il faut probablement compter sur de multiples tests. Le premier, donc, il est classique, c'est l'ACT, vous le connaissez tous. Je rejoins je recite comme Chiara cette étude Monian de Pediatric Critical Care, pardon, 2013 de BMBA, qui montre que globalement, à cette époque-là, à peu près tout le monde faisait des ACT avec, comme vous le voyez, des ranges très variables. Et cette étude de perfusion nous montre à quel point l'ACT n'est absolument pas corrélé à la dose d'héparine. Donc, on va passer très rapidement. Les leaders d'opinion dans le domaine nous disent qu'il ne faut plus utiliser l'ACT, il n'y a aucune corrélation avec la dose d'héparine, donc il faut passer à autre chose, peut-être enfin quelque chose de clair. Pour ce qui est de la surveillance de l'héparine, on va parler de l'APTT, donc de notre temps de céphalie nécessaire, donc c'est complètement déconnecté du patient. On analyse l'ASA, on ouvre la plaquette, on le citrate et puis on le recalcifie.
Et on attend de voir ce qui forme un caillot. Il y a 300 techniques disponibles dans le monde, donc l'homogénéité n'est pas forcément au rendez-vous. Par ailleurs, il existe des interactions avec l'inflammation, l'hémoglobine libre, l'hyperbilirubinémie, ce qui n'est pas un petit sujet quand on parle d'ECMO. Et au passage, on signale que cet examen n'a pas été validé en pédiatrie. Vous voyez que toujours dans cette étude de perfusion assez récente, la corrélation entre la dose d'héparine et le temps de céphaline activée, finalement, est assez pauvre. Et ces opinions nous disent que, effectivement, il est hors de question d'utiliser le temps de céphaline activé chez l'enfant comme seule technique de monitorage de l'anticoagulation. Par ailleurs, et là on met le doigt dans l'engrenage dans le délicat chapitre de l'antithrombine, si effectivement il existe un défaut d'activation malgré de fortes doses d'héparine, il faut regarder un petit peu du côté de l'antithrombine. L'antidisa, donc c'est un test fonctionnel de l'activité de l'héparine. Elle mesure l'activité du couple HNF-antithrombine 3. Elle n'évalue pas l'activité antithrombinique qui pourtant existe. Il existe des tests sans et avec antithrombine exogène, donc ça c'est toujours important de se renseigner auprès de son laboratoire. Et bien sûr, on va en reparler, il existe certaines, compte tenu du caractère colorimétrique de la technique, il existe certaines interactions. Vous voyez qu'en 2013, c'est moins de la moitié des équipes pratiquaient ce test, même un bon tiers ne l'utilisait jamais. Et pourtant, on voit bien sur toujours cette même étude qu'il existe une corrélation qui, sans être fantastique, est néanmoins réelle entre la dose d'héparine et l'activité d'antidisa. On comprend à demi-mot que l'antidisa mesure l'activité de l'antithrombine et peut-être que le TCA mesure autre chose qui est un effet anticoagulation global de la situation clinique du patient. Quand on compare les deux, vous voyez que cette corrélation, donc ça c'est une étude qui est assez intéressante, qui est bien menée sur une centaine d'enfants, qui comprend des patients sous ECMO. 80% des patients sont aux objectifs thérapeutiques à la première heure, entre 0,35 et 0,7, ce qui est classiquement le range d'anticoagulation que l'on recherche. Le TCA moyen est de 147 secondes, ce qui fait à peu près, pour parler en France, c'est à peu près 3 fois le témoin. Vous voyez cette corrélation qui existe, qui est plutôt flat. Par contre, quand on recherche l'atteinte de l'objectif en termes d'antidisa, il est beaucoup plus long. Vous voyez que, et ça c'est intéressant, dans l'étude qui étudie des patients qui ont une thrombose, eh bien, il y a une efficacité dans 70% des cas lorsqu'on utilise ces ranges antidisa. Donc, on voit bien que toujours dans ces recommandations, c'est clairement le test qui est recommandé pour le monitorage de l'héparine dans le contexte d'ECMO. Cela dit, ce qui est en jeu, c'est l'utilisation de plusieurs techniques de monitorage. Et quand on lit cet article de Marco Ranucci qui nous dit quand même que l'interprétation d'antidisa en aucun cas ne peut faire l'objet d'une interprétation isolée. Elle dépend du niveau d'antithrombine. Ici, il précise, c'est assez intéressant, les interactions colorimétriques. Vous voyez que lorsque l'hémoglobine libre ou la bilirubine augmente, il existe une diminution dose dépendante de l'antidisa mesurée. L'héparine s'absorbe sur les plaquettes et sur le fibrinogène, qui sont par ailleurs des éléments qui participent de façon majeure à la force du caillot. Et enfin, je ne reviens pas sur les spécificités de l'hémostase néonatale qui ont été détaillées par Chiara. Il faut donc faire correspondre, qui mesure deux choses différentes, le TCA et l'antidisa. Et là, il faut rendre hommage à l'initiative des médecins de Boston qui publient dans ce très intéressant numéro de JTCS de 2018 un protocole d'anticoagulation destiné, alors j'insiste, précaution oratoire, destiné aux suites post-opératoires de chirurgie cardiaque, mais pas du tout à l'ECMO. Néanmoins, l'initiative peut être adaptée. Vous voyez que le principe est de faire correspondre
un objectif de TCA qui est là pour prévenir ou traiter la thrombose avec un objectif d'anti-DISA. Et lorsqu'on dépasse l'un et l'autre, on diminue ou on arrête la dose d'héparine. Dans ce maintenir l'effet thrombotique, d'avoir la même efficacité antithrombotique, mais de diminuer les complications hémorragiques, et ils y parviennent de façon significative. C'est sur ce type d'initiative qu'il faut travailler dans le contexte de l'ECMO pour pouvoir faire correspondre, et on peut même imaginer changer nos objectifs tous les jours selon le profil de l'enfant. Si les complications thrombotiques sont présentes, on aura peut-être tendance à avoir des objectifs d'anti-DISA un petit peu au-dessus et de décaler cette colonne verte vers la droite, et même chose pour la ligne, la faire décaler vers le droit, et inversement en cas de complications hémorragiques. Vous voyez que les objectifs sur une étude très récente d'anesthésiologie, alors c'est de l'adulte et de l'enfant, hein, c'est worldwide, une étude de prévalence et d'utilisation des différents tests biologiques montre les objectifs d'anti-DISA qui sont globalement respectés. Il y a quelques extrémistes ici qui vont sur des anti-DISA très élevés. Même chose pour le TCA, vous voyez qu'il y en a qui vont jusqu'à 3 fois le témoin. Pour enchaîner ensuite, toujours, c'est l'effet de l'antithrombine. Vous voyez que dans cette étude de prévalence de 2013, l'antithrombine 3 était mesurée de façon routinière dans 50% des cas, plus fréquemment, une fois par jour. Nous, c'est notre pratique. Mais globalement, elle fait référence à cette propriété de l'héparine et ce pentasaccharide de fixer l'antithrombine et le facteur de coagulation, et d'ainsi de le soustraire de la cascade de coagulation. Et il potentialise l'effet de l'héparine par 100 ou par 1000 selon les moments, selon les études. Par contre, au niveau de l'évidence-based médecine, il faut bien reconnaître que les résultats sont tout à fait contradictoires et on ne peut pas suivre clairement de façon systématique. Et vous voyez dans cette étude de prévalence, qui est la même que j'ai citée tout à l'heure, c'est vraiment le privilège des sites pédiatriques que de passer de l'antithrombine. En noir, vous n'avez jamais, en blanc, c'est toujours. Et vous voyez que si on retient parfois, souvent et tout le temps, ça fait beaucoup de centres pédiatriques qui passent de l'antithrombine. Les auteurs ne se mouillent pas. Ils disent qu'il n'y a pas vraiment d'évidence pour perfuser de l'antithrombine. Néanmoins, vous pouvez continuer à le faire. Mais par contre, ce serait bien que vous gardiez vos datas. Ça fait certainement partie des éléments, des lignes de recherche possibles. Les plaquettes, je vais passer très rapidement dessus. Chiara en a parlé, et je pense que Ariane Willems va nous détailler un petit peu les politiques de transfusion. Il est très évident qu'il faut faire des numérations plaquettaires. Nous, elles sont faites 3 fois par jour. Vous voyez que dans cette étude, le taux de plaquettes moyen, c'était 70 gigas par litre, entre 50 et 90, et qu'il y a une grosse prévalence, une grosse transfusion plaquettaire. Je n'insiste pas. Le fibrinogène également, il est chez nous dosé 3 fois par jour, toutes les 8 heures, avec une élévation temps dépendante de la fibrinogénémie. Et je vous ai mis ce petit article qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Il montre que le ratio entre le fibrinogène et l'albumine, lorsqu'il est inférieur à 100, est vraiment associé à une augmentation significative des strokes. Alors ça, c'est un petit collectif dans cette étude, donc on ne peut pas tirer des conclusions, mais ça me paraît intéressant à creuser dans un domaine. Les protocoles, moi je ne les ai pas inventés, je suis allé les chercher dans les textbooks. Donc vous avez la nouvelle édition digitale de l'ELSO. On sait qu'on peut rayer rageusement l'ACT. On fait un petit peu tout. Après, tout est une question de fréquence. Et comme Chiara, je cite cet article qui est quand même très intéressant, qui montre que globalement, à l'exception de l'ACT, lorsqu'on fait tous ces examens à la fréquence indiquée dans ce protocole, il existe une diminution par rapport à un protocole tout à fait standard tel qu'il est cité dans le manuel ELSO. Eh bien, il existe une diminution de la consommation des produits sanguins, une diminution assez significative
des complications hémorragiques et puis on change moins souvent les circuits, ceux qui ne sont de petits endpoints de mon point de vue. Et il va falloir qu'on parle de la thromboélastométrie. Alors, thromboélastométrie, je pense que vous connaissez tous les principes. Et là, c'est intéressant parce qu'on passe d'un examen qui était finalement pas très bien corrélé à un examen qui est corrélé à beaucoup de choses. Vous voyez que l'angle alpha est corrélé au TCA, que le temps de réaction R est également corrélé au TCA, que l'amplitude maximale telle qu'exprimée ici est pas mal corrélée au taux de plaquettes et il existe également des corrélations fortes avec le fibrinogène. Peut-on utiliser la thromboélastométrie pour guider le traitement anticoagulant? C'est l'initiative d'une équipe italienne qui sont vraiment très affûtées et en première ligne. Cette étude multicentrique prospective randomisée, alors c'est de l'adulte, c'est de l'ECMO véno-veineuse. Les auteurs proposent, après un temps de 2 heures où on assoit le malade et on le stabilise, le temps de le transporter dans le centre de référence et de commencer l'anticoagulation selon des protocoles classiques guidés par le TCA, de comparer un groupe TCA versus TEG. Vous voyez que le protocole utilisé pour le TEG, c'était de faire partir un TEG et de mesurer le temps à partir duquel le caillot commence à se former. Et on recherchait quand même un temps entre 16 et 24 minutes, ce qui n'est pas rien. Hein, c'est entre 3 et 4 fois le témoin. Et puis on le comparait à un TCA qui devait être situé entre 1,5 et 2 fois le témoin. Le protocole était adapté à la survenue d'événements hémorragiques. Et puis bien sûr, on faisait tout le reste. Hein, on dosait l'hémoglobine, les plaquettes, etc. Et par ailleurs, on dosait ce que l'on fait tous, hein, c'est l'hémoglobinerie, l'aptoglobine et l'antithrombine et l'antidissa. Qu'est-ce qu'on montre? Il n'existe pas de différence entre les deux groupes en termes de complications hémorragiques et thrombotiques. Ça, c'est intéressant. Absence de différence en termes de changement de circuit. Pourtant, on regarde et on constate qu'il existe un ajustement de la dose d'héparine plus fréquent dans le groupe TEG et la dose globale d'héparine était moins importante dans le groupe thromboélastométrie et plutôt de façon assez significative. Hein. Vous voyez que le TCK était significativement plus élevé dans le groupe géré par le TCK, que la dose d'héparine était légèrement inférieure et surtout, vous regardez flatline, c'est ça. Flatline, c'est des lignes droites sur le thromboélastogramme, hein, c'est-à-dire une absence totale de caillots qui se forment, un peu comme une CEC. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de flatline, ça c'est intéressant, dans le groupe monitoré par le TCK. Donc, ça suggère qu'il existe une technique de point of care qui sont quand même très intéressantes. Dernier élément, enfin pas dernier élément, mais en tout cas un élément important quand on parle de monitorage. Vous voyez que dans cette étude sur laquelle je reviens, de Heidi Dalton, hein, seule étude prospective qui évalue les complications hémorragiques et thrombotiques, vous voyez que les prélèvements de sang dans le cadre des bilans et dans le cadre de cette surveillance de l'anticoagulation au cours de l'ECMO est la seule cause d'au moins une transfusion chez ces enfants dans à peu près la moitié des cas, dans 42% des cas. En conclusion, les interactions sans surface artificielle génèrent une réponse inflammatoire. Les événements hémorragiques thrombotiques au cours d'une ECMO pédiatrique sont tous deux associés à une altération du pronostic. En ce qui me concerne, et c'est intéressant ce qu'a dit Chiara, sont clairement en attente d'un autre anticoagulant que l'héparine. Ça ne nous satisfait pas. Le principe de réalité nous impose de combiner les prélèvements et cette initiative bostonienne que je vous ai montrée, il faut travailler pour l'adapter à nos malades sous ECMO. Je pense que c'est tout à fait possible. Le recours aux techniques de thromboélastométrie paraît prometteur. Et pour ce qui concerne les axes de recherche, il me semble important qu'il y ait une définition standardisée de l'événement hémorragique et de la thrombose. Il faut quand même, si on décide de travailler ensemble à un moment donné, qu'on standardise nos circuits de l'ECMO et ça ne me paraît pas du tout impossible. Il est tout à fait possible aussi que nous choisissions un protocole d'anticoagulation commun. Je ne verrai pas pourquoi l'anticoagulation marcherait mieux à un endroit qu'à un autre, et ce qui nous permettrait d'évaluer ces protocoles de monitorage
et bien sûr les places de l'antithrombine, des antiagrégants plaquettaires, du facteur Willebrand et des nouveaux anticoagulants. Il me reste quelques minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ou pas. Tu peux. Je profite, on a parlé des antithrombiniques directs. Deux diapositives très rapides sur comment on monitore. Donc, Chiara disait qu'elle monitorait la bilirubine, enfin les dérivés de l'irudine sur le TCA. Effectivement, c'est celui qui est utilisé dans cette étude en première intention. On voit qu'il existe une élévation rapide dans la première heure du temps de céphaline activé. Cela dit, l'objectif thérapeutique est de 1,5 à 3 fois la valeur initiale, idéalement en restant inférieur à 100 secondes. Il faut savoir qu'il existe un effet plateau lorsque, et là il s'agissait de l'argatroban, lorsqu'on arrive aux fortes doses d'argatroban. Les tests spécifiques des antithrombiniques, en tout cas de l'argatroban pour la France, c'est le temps d'écarine et le temps de thrombine dilué. C'est peut-être plutôt ce dernier qu'on utilise. Vous avez les objectifs. Alors, quand j'ai lu les techniques, en quoi ça consistait ces différents temps, j'ai eu un petit peu peur. Ça veut dire qu'une fois de plus, ces temps de coagulation sont totalement déconnectés. Ce n'est pas du sang total. Ça parle assez peu aux cliniciens. Et pour ceux qui pratiquent la thromboélastométrie, vous voyez que pour l'argatroban, il existe et les dérivés de l'irudine, il existe une très bonne corrélation entre le taux de médicaments, le taux d'anticoagulant et les paramètres dérivés de la thromboélastométrie. Je vous remercie beaucoup. Merci Stéphane. À Marseille, vous utilisez l'argatroban de temps en temps ou pas? Et dans quelle indication? En pédiatrie, nous ne l'avons jamais utilisé dans le cadre de l'ECMO. La seule fois qu'on l'a utilisé, c'est dans le cadre du TIH, quoi, enfin d'une supposée thrombopénie. Voilà. Mais nous n'avons pas du tout. C'est pour ça que je suis très curieux de l'expérience italienne et que j'avais posé cette question sur la publication parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, l'héparine, c'est quand même compliqué à gérer. On ne sait pas très bien ce qu'on fait. Moi, je trouve, et j'avoue que si ce que dit Chiara se confirme, il y a peut-être quelque chose à creuser. Voilà. J'ai une question aussi, moi, Stéphane, compliment, et je suis très contente que j'ai pensé un peu comme toi de faire ma présentation. Ça, c'est un honneur, en fait. Et je voulais te dire, je voulais te demander si tu penses que l'antithrombine, il faut la faire ou non quand on est sur l'héparine, parce que d'abord, pour garder 100% de l'activité ou non. Comme vous faites, si vous la transfusez sur une heure ou sur une période plus longue, vous la faites ou pas? Alors, à la fin, parce que c'est vraiment pas clair, comme tu as dit. Donc, c'est pas clair du tout. Je crois qu'honnêtement, c'est une question de choix de service. À l'instant T, il n'y a aucun data scientifique. En fait, quand on regarde la littérature, ce ne sont que des opinions qui sont écrites. Et il n'y a pas de data scientifique claire. C'est clairement un point de recherche important. Nous, ce qu'on fait à Marseille, nous, on est pro-antithrombine. C'est-à-dire qu'on passe de l'antithrombine, même chez le nouveau-né. Ça participe même de notre stratégie préventive antithrombotique. L'antithrombine à 100% ou au-dessus de 80%, on va dire plus exactement, est un préalable à l'interprétation de tous les tests d'anticoagulation qu'on fait au cours de l'ECMO. C'est-à-dire la première chose la première question que je pose à l'interne lorsqu'il me donne le bilan d'anticoagulation, je lui dis oui, l'antithrombine est bien au-dessus de 80%, et sur cette base, on peut interpréter. Quand on est en dessous, c'est compliqué, quoi. On a toujours cette interrogation de dire il n'y a peut-être pas assez d'antithrombine, on va en passer, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on en est là. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de 50%, en tout cas c'est mon expérience de la CEC,
on récupère un pouvoir anticoagulant de l'héparine entre 50 et, en disant entre 60 et 80%. Je ne suis pas forcément sûr qu'il faille en passer, mais nous, c'est notre choix de service, on le fait. Voilà. Mais c'est fait que l'héparine a quand même besoin de l'antithrombine pour marcher, crée des fluctuations. Et moi, j'ai observé une différence énorme, même en termes de sécurité, parce que par exemple, quand tu transfuses l'antithrombine, etc., on peut avoir des mouvements de l'antidissa qui font reprendre enseignement à un patient, par exemple, qui a été mis sous ECMO post-chirurgical ou quand même qui saignait avant, et beaucoup paradoxalement moins facile à ménager que non les inhibiteurs directs où cette fluctuation, ça n'existe pas en fait. Si on augmente et après on baisse au bout de 2 heures, les niveaux a baissé et on n'a pas les mêmes types de problématiques en fait, des dépendances aussi. Je ne sais pas si le métabolisme bifasique de l'héparine aussi qui fait ça, le fait qu'il consomme les plaquettes à part l'antithrombine, mais on a une stabilité mineure en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça interroge à la fois la quantité, faut-il passer de l'antithrombine et puis la façon dont on la passe. Nous, par exemple, on ne fait jamais de bolus d'antithrombine. C'est des perfusions de 12 heures, parfois même de 24 heures. L'idée, c'est d'avoir un steady state d'antithrombine. Mais effectivement, ce que tu dis, on a eu l'expérience au départ, lorsqu'on faisait des perfusions rapides d'antithrombine, d'avoir eu de grandes variations du statut d'anticoagulation de l'enfant. Et sur les ECMO, en particulier post-opératoire, effectivement, on s'en est mordu les doigts. Oui, parce que ça reprend à signer, en fait, les patients. Chose que je n'ai pas vue avec les inhibiteurs directs, ou quand même, si on arrête 2 heures, on revient à un APTT normal. Donc, c'est beaucoup plus, sans même pas les transfuser. On transfuse les petits parce qu'à force de faire les prélèvements, après, ils peuvent devenir anémiques. Mais voilà, mais du sang, en fait, pas du plasma ou d'autres facteurs. Ça, c'est la différence. J'avais encore une question pour savoir ce que tu en penses du thromboélastogramme 6S, si tu penses que ça peut être un bon système vraiment similaire les autres ou non. Alors, je ne connais pas cet appareil, enfin, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à la question. OK. Oui, je voudrais faire une remarque sur l'antithrombine. D'une part, pour dire qu'en effet, lorsqu'on fait de l'antithrombine, il vaut mieux éviter le bolus. Et comme on a pu le faire sur les Berlina, on le fait en continu à la seringue sur 24 heures, voire même sur plusieurs jours. La question, comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu vraiment de publication justifiant l'utilisation de l'antithrombine en chirurgie cardiaque, sur tous les systèmes d'assistance et en pédiatrie. En fait, notre conviction est venue avec plusieurs médecins d'anesthésie réanimation cardiaque, dont Philippe Poire. Il y a pas mal d'années, on va dire maintenant, il y avait eu une étude qui avait été faite en France sur tous les patients de chirurgie cardiaque adultes et pédiatriques. Cette étude était faite sous l'égide du LFB. Le résultat était extrêmement intéressant pour le sous-groupe pédiatrique et justement hautement significatif pour les patients qui avaient des niveaux d'antithrombine faibles, et donc la compensation avait un véritable intérêt puisqu'on avait moins de complications ensuite. Malheureusement, cette étude n'a jamais été publiée, mais ça a eu un impact, c'est-à-dire que tous les médecins qui avaient vécu cette étude, qui avaient vu le travail, eh bien pour eux, leur avis était ferme. C'est-à-dire qu'il fallait mettre de l'antithrombine, au moins en pédiatrie, on était sûr que ça serve à quelque chose. Maintenant, il serait temps de refaire une étude. Et dans le travail, dans la fin de ta présentation, Stéphane, tu mettais des axes de recherche. Je pense que là, on a quelque chose à creuser au niveau du club ECMO. Si on imagine faire un travail sur l'ensemble des ECMO pédiatriques françaises, on peut arriver à avoir une cohorte extrêmement intéressante. Voilà un petit… Je livre ça à vos réflexions. Et peut-être qu'on aurait un projet intéressant à monter. Une question, Pierre-Louis? Non, la question elle a été posée par Chiara, c'était sur la place du thromboélastogramme, savoir si Stéphane, tu l'utilisais dans ton algorithme. Alors, c'est peut-être pas le 6S, mais si vous en avez un, comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est en rescue? Est-ce que c'est en systématique? Nous, on n'a plus de thromboélastogramme pour des raisons
budgétaire. Donc, ça a été capté par les adultes, etc. Mais moi, j'ai eu une expérience assez prolongée du thromboélastogramme, que ce soit en péro-opératoire et au début de notre activité d'ECMO, il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Malheureusement, c'est plus pérenne. Là, maintenant, dans le cadre d'un usage, si je devais imaginer la position du thromboélastogramme à Marseille, ce serait dans les situations précisément où on n'aurait pas de correspondance entre l'anti-DISA et le TCA, par exemple, lorsqu'on ne comprend pas la situation hémostatique. Et c'est exactement ce que nous dit l'équipe italienne. Vous voyez, cette histoire de flatline, alors qu'on a des TCA qui sont corrects, ils sont dans les objectifs thérapeutiques. Vous avez clairement des patients qui sont suranticoagulés, qui sont même incoagulables, ce qui est un problème quand même. Donc, je pense que ce monitorage, je pense qu'en fait, le concept est un petit peu en avance par rapport à la technologie. Alors, peut-être que ce nouvel appareil est une avancée technologique. Et je pense qu'il faut rester très vigilant sur ces publications concernant ces point of care, parce que de mon point de vue, c'est clairement l'avenir. Et que ces appareils montrent les paramètres issus de ces mesures sont corrélés à tout, aux plaquettes, aux fibrinogènes, et il est même probable qu'ils puissent nous permettre d'évaluer le risque thrombotique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire celui-là, il est vraiment trop thrombogène, c'est sur les amplitudes maximales, et sous traitement anticoagulant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je veux dire que cet article de cette équipe italienne vraiment est novatrice. Moi, je trouve que c'est très culotté. Alors, ils ont fait ça sur le véno-veineux, ce qui était le moins à risque, je veux dire, en termes d'objectifs d'anticoagulation. Transposer ce protocole sur du véno-artériel, ça va être un tout petit peu plus difficile à rédiger. Et puis encore plus sur des ECMO post-chirurgicales, parce que là, les enjeux, ils sont vitaux. Donc, mais moi, je pense que c'est clairement l'avenir. Pour être clair. Merci Stéphane. Merci. Alors, on va peut-être, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Juste revenir. Alors, il y a une première question. Que pensez-vous d'une sorte de calibration de l'ACT par une activité anti-DISA mesurée de façon contemporaine? Je ne vois pas que c'est dans la mesure où l'ACT n'est corrélé à rien. Je ne crois pas que ce soit très utile. Je pense que ce que je retiens de ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est qu'il faut l'abandonner. C'est bien pour la CEC, mais pas pour l'ECMO. On est d'accord. Oui. Une autre question. Est-ce que dans tous les centres d'ECMO, on fait 3 bilans par jour? Alors, je sais, je peux répondre pour Bordeaux. Nous, ça dépend en fait de la stabilité des patients. Quand ils sont stables, on fait un gros bilan par jour, voire éventuellement le matin, l'après-midi. Et ensuite, on va par contre doser l'anti-DISA et la T3 aussi, qu'on dose au moins toutes les 6 heures, voire 4 heures après chaque changement de débit d'héparine. Après, je ne sais pas si dans les autres centres, au niveau des bilans, est-ce que vous avez quelque chose de systématique ou À Trousseau, on fait 3 bilans par jour. 2 gros bilans matin et soir avec des hémostases complètes et une hémostase un tout petit peu plus allégée avec anti-DISA et des dimères facteurs de la coagulation. À Tours aussi, 3 fois par jour. Nous aussi. Si on a l'héparine 3 fois par jour, ou sinon si on change la dose d'héparine, on recontrôle au bout de 4 heures à nouveau l'anti-DISA. Et l'ECMO sur citrate, c'était une question posée par Pierre-Louis. Est-ce que quelqu'un en a connaissance, en a l'usage? Oui, mais il me semble avoir vu un truc, mais alors je n'ai pas de référence. Non, moi non. Ça paraissait séduisant. Nous, on n'a pas encore même de protocole citrate pour l'hémofiltration, donc mais ça va venir. Et c'est une question qu'on m'a déjà posée, une question d'infirmière. C'est vrai que sur le concept, ça paraît séduisant. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes techniques pour le mettre en place parce que je me disais des problèmes de débit, d'assistance très importants par rapport à ce qu'on a sur l'hémofiltre. Parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui ont pensé. Ce que j'ai vu, c'est une ECMO au citrate sur une hémofiltration au citrate sur le circuit d'ECMO. Voilà.
Oui, et quant à du citrate sur l'ECMO, récemment on en parlait sur Bordeaux, ça serait très difficile à contrôler parce que les débits sont beaucoup plus importants en ECMO que sur une épuration. Et en fait, les contrôles de la calcémie seraient assez sportifs. Nous, on l'utilise pour certains patients, mais sur l'hémofiltration, pas sur l'ECMO. Et quand même, il faut corriger la calcémie tout le temps et même les autres électrolytes, la phosphorémie, il faut faire attention en fait. Exactement. D'accord. Donc, on va passer au dernier topo. Donc, il y a d'autres questions? Non? Ou sinon, on viendra après sur les questions. Donc, un topo de Ariam Williams sur quels produits transfuser et à quel moment les transfuser. C'est bon, Ariane, le partage? Oui, impeccable, c'est parti. Parfait. Okay. Merci, Ariane. Ben, tout d'abord, je voudrais remercier Philippe Moria et Pierre Bourgoin qui m'ont contacté, invité à participer à ce Club ECMO, qui est un groupe vraiment très, très riche et très intéressant. Comme j'espère pas trop vous décevoir, je pense que vous avez beaucoup d'attentes, mais malheureusement, il y a excessivement peu d'évidence. J'ai refait un petit tour de la littérature et j'espère qu'on pourra discuter après éventuellement de certaines prises en charge. Oh, attendez. Alors, donc, juste pour introduire le topo, moi je vais me restreindre aux produits sanguins qu'on appelle la bile, c'est-à-dire les globules rouges concentrés, le plasma frais congelé ou le plasma et les plaquettes. Il y aura deux parties, d'abord les globules rouges et puis les transfusions hémostatiques parce que c'est beaucoup plus facile au niveau physiopathologique de les traiter comme ça. Alors tout d'abord, les transfusions de globules rouges, un tout petit rappel physiologique, mais bon, les globules rouges servent à restaurer ou à maintenir un transport en oxygène. Et c'est pour ces raisons-là qu'on les donne en ECMO chez des patients quand même qui ont souvent une dette ou qui sont quand même très limites en termes de transport d'oxygène. Alors, je pense qu'il y a deux types de tests qu'on peut considérer sur lesquels on peut titrer nos transfusions en globules rouges. Il y a tout d'abord l'hémoglobine et l'hématocrit qui sont des concentrations et qui ne représentent pas vraiment ce qu'on cherche, qui sont des concentrations d'hémoglobine ou l'hématocrit où l'effet de la taille du globule rouge est aussi importante sur le résultat et qui représentent pas tout à fait la masse globulaire sanguine qui transporte l'oxygène, mais qui est une bonne alternative. Et puis, deuxièmement, il y a l'effet de ce transport en oxygène. Et donc, on peut aussi mesurer des indicateurs comme la saturation veineuse centrale, le lactate, qui augmente quand on a une dette en oxygène, ou le NIRS, qui est une saturation veineuse régionale qu'on peut mettre au niveau du cerveau, des reins, mais aussi d'autres parties du corps. Un petit rappel, comme je l'ai fait pour l'hémoglobine, tous ces tests doivent bien sûr toujours être pris dans leur contexte. Donc, on a l'avantage avec l'ECMO d'avoir une saturation veineuse centrale, mais elle peut être perturbée, par exemple, dans l'ECMO véno-veineuse quand il y a de la recirculation. Et ne pas oublier que le NIRS, premièrement, n'a pas de valeur cible, mais que deuxièmement, il y a quand même des études qui ont montré que des cadavres humains à la morgue, mais aussi des légumes, avaient des valeurs de NIRS. Tout ça pour rester critique par rapport aux résultats qu'on obtient et sur lesquels on déciderait de transfuser. Donc, comme je l'ai dit précédemment, notre but de donner des globules rouges concentrés, c'est d'augmenter le transport en oxygène chez des patients critiques. Et cette étude faite en pédiatrie, en ECMO pédiatrique, montre que l'effet attendu n'est pas vraiment présent. Donc, même si on a une augmentation de l'hématocrit ou de l'hémoglobine, on n'a que très rarement une amélioration de la SVO2. Le critère pour que le test soit positif était de 5% aussi bien sur la SVO2 que pour des valeurs de NIRS.
et on voit une amélioration que dans moins de 5% des transfusions en globules rouges. Alors, une des critiques de cette étude, c'était de dire que la plupart des enfants étaient transfusés et avaient une saturation veineuse au-dessus de 70%. Ici, je vous montre encore la différence, c'est la même étude, donc c'est des enfants pédiatriques en ECMO qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de changement de la SVO2 en fonction du taux d'hématocrit pré-transfusionnel. Et ici, on voit que chez des enfants où on pourrait s'attendre peut-être à un effet plus important parce qu'ils ont une diminution de la SVO2, qu'ils ont un seuil plus bas, donc de moins de 70% ou un IR cérébral plus bas, ben on voit quand même que dans 16 et 18% des cas, on a une augmentation de 5% des paramètres respectifs, mais que la plupart de patients ne montrent pas d'effet de la transfusion en globules rouges. Une autre étude, ici rétrospective pédiatrique, toujours chez des patients en ECMO, là encore, qu'est-ce qu'on voit? Les graphiques ne sont pas très clairs, mais on a une augmentation de l'hématocrit sans augmentation de la SVO2. On a une petite diminution du lactate, mais vous verrez qu'elle n'est pas significative et pas d'effet sur le NIRS. Ici, en chiffres, là, vous voyez donc la valeur pré-transfusionnelle alors qu'on a quand même une augmentation significative de l'hématocrit. On n'a pas d'effet ni sur la saturation veineuse, ni sur le lactate et ni sur la spectroscopie cérébrale par NIRS. Alors, quelle est la pratique transfusionnelle? Ici, c'est une étude par Madame Bembea dans Critical Care en 2013. Ce sont tous les centres affiliés à l'ELSO et on voit que les seuils utilisés, premièrement, qu'on utilise énormément l'hématocrit pour transfuser de globules rouges et que quand on regarde le seuil, ben, quand on est dans les programmes pédiatriques, on a un seuil d'hématocrit plus élevé que quand ce sont des centres avec un mixte d'adultes et d'enfants. Ceci, c'est une étude observationnelle prospective récente qui est une sous-étude de l'étude BEAT et qui montre que, premièrement, dans la plupart des centres, donc à l'avance, il y a un seuil transfusionnel pour les globules rouges qui est prédéterminé dans 92% des cas. Donc, beaucoup de centres ont un protocole transfusionnel, que le seuil est encore souvent basé sur l'hématocrit bien plus que l'hémoglobine, que dans cette étude, on n'a pas montré de différence entre l'ECMO véno-artérielle et véno-veineuse et que le type de service, donc la localisation des patients, influence sur les seuils suivis. On voit que les patients admis dans des unités de néonatologie visent des taux d'hématocrit plus élevés que dans les autres types de services. Une donnée intéressante dans cette étude, c'est que quand on regarde sur une durée d'ECMO, on voit que le taux auquel on transfuse, que ce soit dans les 3 types de services, ne varie pas tellement par rapport au temps, sauf dans les unités exclusives de chirurgie cardiaque pédiatrique, où on a tendance à viser un taux d'hématocrit plus élevé en début d'ECMO que plus tard dans l'évolution. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on donne des transfusions de globules rouges? Toujours la même étude par Madame Mutsenski qui montre que quand même la raison la plus importante pour lesquelles les enfants reçoivent des transfusions de globules rouges sont les saignements et que la plupart, en tout cas 80% des patients reçoivent des grandes quantités au premier jour. Il faut savoir que surtout chez les petits-enfants, on rajoute des globules rouges dans le priming et ça n'a pas été retiré des données, donc ça peut expliquer pourquoi il y a une surévaluation de la quantité de globules rouges transfusés au premier jour. La seconde cause de transfusion sanguine en globules rouges, ce sont les prélèvements sanguins quotidiens et on voit qu'on a entre 1 à 26% des pertes
qui sont dues au prélèvement sanguin réalisé chez ces patients. Et alors, le traitement de l'anémie, comme vous savez, le seuil d'hématocrite est au-dessus de 30%. Ceux qui utilisent l'hémoglobine, en tout cas, c'est encore les guidelines de l'ELSO, sont au-dessus de 10 et donc sont assez élevés, ce qui explique pourquoi on transfuse beaucoup de globules rouges chez ces patients. Ici, une autre étude récente qui montre que l'exposition aux globules rouges, elle est surtout au premier jour, mais qu'elle est quand même continue sur toute la durée de l'ECMO. Et quand on regarde cette exposition, et je vous rappelle qu'ici aussi, on n'a pas retiré la quantité de sang administré pour l'amorçage du circuit, on voit qu'au premier jour, on transfuse énormément de globules rouges, aussi bien chez les patients qui saignent, mais aussi chez les patients chez qui on vise un hématocrite moins élevé. Ici, la même étude qui montre que les facteurs de risque d'exposition aux globules rouges sont l'âge. Les enfants plus petits ont plus de risques d'être transfusés en globules rouges, le saignement et alors le nombre de prélèvements sanguins par jour. Quand on exclut le priming, on voit que l'âge est toujours un facteur de risque. Le priming au clair, donc au liquide et sans ajout de produits sanguins, aussi au saignement et le nombre de prélèvements par jour. Alors, quelle est l'association entre les transfusions en globules rouges et le devenir? En fait, on confirme un peu ce qu'on voit chez les enfants admis en unité de réanimation, c'est qu'il y existe une association entre les transfusions en globules rouges et la mortalité, et il existe une association entre le volume transfusé et la mortalité. Cette association, c'est un facteur de risque indépendant. Cette association a ici été démontrée de nombreuses fois chez les adultes en ECMO. Un petit bémol, toutes ces études sont des études observationnelles et donc on montre une association. Vous savez qu'association ne veut pas dire causalité et reste toujours ce questionnement qu'on a entre les transfusions et le devenir des patients, c'est est-ce qu'on a affaire à un marqueur de risque? Donc, même si on corrige d'un point de vue statistique, est-ce que ce n'est pas simplement les enfants plus malades qui ont plus de chances de mourir, qui reçoivent plus de transfusions, ou est-ce que la transfusion en elle-même est un facteur aggravant de morbimortalité? C'est une réponse sur laquelle personne ne peut répondre pour le moment. Alors, ici, dans l'étude dont j'ai déjà parlé récemment, ce qu'on voit, c'est que l'hématocrite moyen n'est pas associé à la mortalité. Donc, l'anémie n'a pas l'air d'être associée à la mortalité, bien sûr, dans la fourchette qui est d'hématocrite des patients inclus dans l'étude. Par contre, le volume de transfusion est bien associé à une augmentation de la mortalité hospitalière. Ici, quand on regarde une autre étude récente, c'est une étude chez des nouveau-nés qui ont été mis en ECMO pour des raisons d'hypoxémie sévère, des origines respiratoires, mais aussi de l'hypertension artérielle pulmonaire. Quand on compare ceux qui ont survécu et ceux qui sont décédés, on voit que l'administration de globules rouges, les premières 24 heures, était surtout présente chez ceux qui n'ont pas survécu pendant l'hospitalisation, et que aussi il y a une différence pour les globules rouges donnés après 24 heures et que le volume encore est associé à il y a une différence significative de volume de transfusion en globules rouges entre ceux qui ont survécu et pas. Ici, on voit aussi que la quantité est différente entre ceux qui ont survécu et ceux qui sont décédés. Et qu'à l'analyse multivariée, la quantité de globules rouges administrés après 24 heures est un facteur de risque de mortalité. Alors, récemment, en 2018, il y a eu des publications sur la pratique et les transfusions de globules rouges chez les patients pédiatriques de réanimation. Et un des chapitres
s'occupait et devait donner des recommandations pour l'ECMO. Voici les résultats. Alors, premièrement, quelques bonnes pratiques cliniques selon ce groupe. Premièrement, c'est qu'on préfère, en tout cas, il faudrait rapporter le taux d'hémoglobine plutôt que l'hématocrite. Alors, les deux taux peuvent être rapportés, mais étant donné que la plupart des études en réanimation pédiatrique rapportent un taux d'hémoglobine, si on veut comparer les patients, c'est plus facile si on utilise l'hémoglobine. Par ailleurs, l'hématocrite, c'est utilisé surtout en chirurgie cardiaque et en anesthésie, mais là, il y a le facteur de la taille du globule rouge, et donc, si on veut vraiment se rapprocher de la masse globulaire, le taux d'hémoglobine serait supérieur à l'hématocrite. Il n'y a pas d'études. Je pense qu'il est important pour ceux qui font de la recherche de rapporter le taux d'hémoglobine en plus de l'hématocrite, si vous avez l'habitude de rapporter l'hématocrite. Deuxièmement, c'est de mesurer le taux d'hémoglobine avant chaque transfusion de globules rouges, qui est vraiment une demande d'adopter des procédures d'épargne sanguine et d'implémenter des protocoles et des algorithmes de transfusion sanguine dans les centres ECMO, qu'il faut en tout cas prendre le maximum de mesures pour limiter le nombre de donneurs, et qu'il est important, parfois c'est oublié dans les publications, de rapporter les globules rouges qui ont été administrés pour l'amorçage de l'ECMO. Alors, au niveau des recommandations cliniques, malheureusement, je dois vous décevoir parce que je ne vais pas pouvoir vous donner de seuil transfusionnel, et les recommandations actuelles demandent quand même qu'en plus du taux d'hémoglobine, il est important d'utiliser d'autres paramètres, entre autres les paramètres physiologiques et des marqueurs de transport de consommation en oxygène en complément du taux d'hémoglobine pour administrer des transfusions de globules rouges. Et la recommandation, c'est d'administrer des globules rouges concentrés quand on a un déficit du support cardio-respiratoire, quand le support est inadéquat ou quand on a une diminution du transport global ou régional en oxygène. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de preuves suffisantes pour recommander des seuils et un algorithme décisionnel, mais c'est en prendre en compte et pas simplement baser la transfusion en globules rouges sur le taux d'hémoglobine. Alors, ensuite, je pense, ça c'est un petit ajout personnel, qu'il a quand même été démontré que des stratégies transfusionnelles restrictives en réanimation pédiatrique, mais aussi en ECMO adulte, n'étaient pas inférieures à des stratégies libérales. Le taux d'hémoglobine de 10 grammes par litre, comme il est recommandé par l'ELSO, me paraît assez libéral. Et ce qui est surtout important, c'est de traiter les causes et de réduire les prélèvements sanguins. Chez ces patients, on sous-estime parfois la quantité de sang prélevé par jour, justement pour tous les tests nécessaires, de traiter les saignements et de diminuer la taille des circuits. Il y a une étude récente qui a montré que quand on diminuait la taille de circuits, on diminuait de façon importante l'exposition aux produits sanguins chez les enfants. En conclusion, je peux dire que dans la majorité des cas, alors que c'est le but des transfusions en globules rouges, on n'augmente pas vraiment le transport en oxygène, que les enfants en ECMO, surtout les petits, sont exposés à d'énormes quantités de globules rouges pendant leur séjour en réanimation. Le débat sur l'hématocrite versus l'hémoglobine, je vous ai donné mon avis, mais il est important d'ajouter des marqueurs de transport en oxygène tout en connaissant leurs limites et que ce n'est pas non plus le Graal. Il existe une association entre les transfusions en globules rouges et le devenir, et que je pense qu'on pourrait s'orienter vers des stratégies transfusionnelles plus restrictives, surtout vu la littérature en réanimation pédiatrique et en ECMO chez l'adulte. Alors, la deuxième partie que je voulais discuter, ce sont les transfusions hémostatiques, donc les transfusions de plasma frais congelé ou de plasma et de plaquettes.
Le but, c'est de maintenir une balance hémostatique. On a vu, grâce à la présentation de Chiara et de Stéphane, qu'il y a quand même énormément de troubles hémostatiques et que l'ECMO induit des troubles de la coagulation. Ces transfusions ont aussi pour but de traiter ces troubles de la coagulation et du saignement. Un petit rappel pour dire que le circuit en lui-même, mais aussi le patient en lui-même, dû à sa maladie sous-jacente, aux médicaments utilisés, mais aussi à la défaillance multiviscérale, avec parfois des atteintes hépatiques, peut être coagulopathe. Et comme Stéphane nous l'a rappelé dans cette belle étude de Madame Dalton, que les complications hémorragiques sont extrêmement importantes, avec des hémorragies intracrâniennes dans 16% des cas, mais que par ailleurs, il y a énormément de complications thrombotiques. Ici, c'était un chiffre global et que dans 31% des cas, il y a une nécessité de changement de circuit et que bien sûr, ces complications, aussi bien hémorragiques que thrombotiques, sont associées à une morbimortalité importante. Un petit rappel pour les tests. Alors, la plupart des centres mesurent les tests standards de coagulation et là, j'aimerais bien rappeler que ces tests, à mon avis, sont tout à fait insuffisants et sont souvent utilisés et surinterprétés en ce qui concerne la coagulopathie. En effet, l'APTT a été développé pour monitoriser l'héparinothérapies, le PT et l'INR pour les antivitamines K, et ils sont basés sur un postulat d'une concentration en facteurs de coagulation chez l'adulte. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas du tout la situation chez l'enfant et que les utiliser pour diagnostiquer ou interpréter des troubles de la coagulation en pédiatrie, certainement en ECMO, sont quand même dangereux. Par ailleurs, on a le taux de fibrinogène et dans certains cas, on va mesurer des facteurs de coagulation isolés. En ce qui concerne les plaquettes, il y a le nombre, on peut mesurer le nombre de plaquettes ou la fonction plaquettaire. Ici aussi, la fonction plaquettaire, on n'a pas vraiment de test pour le moment efficace qu'on peut utiliser en clinique quotidienne pour évaluer la fonction plaquettaire. Et alors, comme Stéphane l'a expliqué, la thromboélastométrie, je pense qu'il y a de l'avenir, c'est un test in vitro, donc on ne tient pas compte bien sûr de la partie in vivo de la coagulation et donc du facteur de l'endothélium. Néanmoins, c'est un test fonctionnel de la coagulation qui pourrait avoir un avenir qui est pour le moment insuffisamment, qui n'est pas utilisé vraiment pour transfuser. Peu de centres, excusez-moi, l'utilisent pour transfuser aussi bien en plasma qu'en plaquettes. Alors, les transfusions de plaquettes, les centres ECMO, ici, vous voyez que le fibrinogène seuil utilisé est à peu près comparable entre les deux et la plupart des centres, même s'il y a une très grande variabilité entre les centres en ce qui concerne le seuil de fibrinogène utilisé pour administrer du plasma frais ou du cryo. Ici, c'est une sous-étude réalisée par Madame Nellis et Monsieur Karam sur les transfusions en plasma en réanimation. On se rend compte que quand on prend toutes les transfusions de plasma en réanimation, 60% de ces transfusions sont dédiées à des enfants en ECMO, que ce sont souvent les plus petits enfants, c'est des petits enfants puisque l'âge médian est de 2 mois et que la plupart, quasi la moitié des enfants qui reçoivent du plasma en ECMO sont des nouveau-nés, que la quantité administrée par transfusion est à peu près de 13 millilitres/kilo, que la médiane du nombre de transfusions est de 4 et que la quantité globale est quand même très importante. Les enfants, sur la durée d'ECMO, reçoivent des grandes quantités de plasma, comme c'était le cas avec les globules rouges, et que les indications chez ces patients d'ECMO, et que la plupart des enfants, donc plus de la moitié des enfants, reçoivent une transfusion de plasma
de façon prophylactique, donc pour traiter. Quand on parle de prophylaxie, ça veut dire qu'il ne présente pas de signes de saignement. On traite des résultats sanguins ou bien pour prévenir lors d'une intervention. Et par ailleurs, dans 40% des cas, il s'agit d'un saignement ou mineur ou majeur. Avant les transfusions de plasma, 3/4 des patients ont des tests de coagulation qui sont réalisés et le contrôle après la transfusion de plasma est à peu près entre 60 et 77%. Ça dépend du test utilisé. La plupart des gens mesurent le fibrinogène. Tout ce qui est des tests standards de coagulation sont moins fréquemment réalisés avant et après transfusion de plasma. Alors, quel est l'effet, puisque le but est quand même de corriger des troubles de la coagulation ou de traiter un saignement. Et quand on regarde bien, aussi bien chez des patients qui saignent que chez des patients qui ne saignent pas, il n'y a pas de différence de taux d'INR ou de fibrinogène pré-transfusion de plasma. Donc, les seuils n'ont pas l'air d'être fort influencés par la clinique en ce qui concerne les transfusions de plasma. Et quand on regarde l'effet de la transfusion, en tout cas, quand on regarde l'INR et le fibrinogène post, dans le cas d'une coagulopathie modérée, il n'y a pas vraiment de réduction de l'INR. Et quand elle est significative, il y a une petite réduction de l'INR. Et que l'augmentation du fibrinogène après une transfusion de plasma est quand même assez restreinte. Ici aussi, donc, on a l'impression qu'il y a une différence, que les patients qui saignent, le seuil de l'INR est un peu plus bas. C'est vrai que c'est ce que ce graphique montre, mais il n'y a pas de différence significative. Dans l'étude récente que je vous ai déjà présentée pour les transfusions de globules rouges, chez les nouveau-nés mis en ECMO pour des raisons respiratoires ou d'hypertension artérielle pulmonaire, on voit que les patients qui décèdent ont reçu plus de plasma et que aussi bien les premières 24 heures que après, et ont reçu des quantités plus importantes de plasma. Par contre, à l'analyse multivariée, la transfusion de plasma n'est pas un facteur de risque de mortalité dans cette population. Alors, des recommandations, je n'ai pas beaucoup de recommandations à vous faire. L'ELSO utilise des seuils de fibrinogène, mais beaucoup de centres utilisent des tests standards de coagulation pour transfuser du plasma. Alors, les indications sont le traitement d'un saignement dû à une coagulopathie. Là, je mets quand même un bémol sur les tests standards comme critères ou comme diagnostic de coagulopathie, le fibrinogène. Et je pense, comme Stéphane, qu'il y a de la place pour la thromboélastométrie, même si aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent, que la thromboélastométrie décrit les coagulopathies associées à l'ECMO, mais surtout que de transfuser basé sur des seuils de thromboélastographie, diminuerait le saignement et le devenir de ces patients. La place de la prophylaxie de transfusion de plasma avant une procédure n'est pas connue. Et alors, dans certains cas, le plasma est utilisé comme remplacement de facteurs de coagulation. Certains centres qui n'ont pas accès à l'antithrombine, par exemple, utilisent des transfusions de plasma. Alors, j'espère, donc il y a la même initiative, le même groupe que ceux qui ont écrit les recommandations pour les transfusions de globules rouges en soins intensifs pédiatriques. Il y a la même initiative pour les transfusions de produits hémostatiques, que ce soit le plasma et les plaquettes. Et il y a un sous-groupe chez les patients en ECMO. J'espère que, en tout cas, même s'il n'y a pas vraiment de seuil qui sort de cette initiative nous poussera en tout cas à avoir des axes de recherche. Donc, il est clair, on l'a vu, l'ECMO induit une
coagulopathie de consommation avec une diminution des facteurs de coagulation du fibrinogène. Les tests Standard ne sont pas du tout fiables pour évaluer ces troubles de la coagulation et il est important, je pense, dans l'avenir, c'est de développer des tests fiables afin de pouvoir caractériser ces troubles de la coagulation, du risque de saignement, donc là, de l'association entre les troubles de la coagulation, le risque de saignement, mais aussi de thrombose, et l'effet de l'administration de produits sanguins, de plasma, de fibrinogène sur le devenir de ces patients. Finalement, j'aimerais bien passer au troisième produit sanguin labile qui sont les transfusions de plaquettes. Alors, une étude récente a montré, toujours chez des patients pédiatriques, que l'ECMO a un effet sur le taux de plaquettes. Comme vous pouvez le voir, le taux de plaquettes baisse après la mise en ECMO et que cette baisse est plus importante. Ce sont des chiffres que je ne vous montre pas chez les nouveau-nés. Donc, il y a une consommation de plaquettes sur la mise en ECMO. Malheureusement, l'ECMO n'a pas simplement un effet sur le taux de plaquettes, mais aussi sur la fonction plaquettaire. Ici, c'est une revue systématique qui analyse au moyen de plusieurs tests de fonction plaquettaire. Et il est clair que la mise sous ECMO altère la fonction plaquettaire. Cette revue systématique montre aussi que malheureusement, les transfusions de plaquettes n'ont pas d'effet, n'améliorent pas la fonction plaquettaire chez ces patients. Autre problème, c'est qu'il n'y a pas de lien et il n'y a pas d'association entre les plaquettes et le taux de plaquettes et la fonction plaquettaire et le saignement. Donc, le taux de plaquettes n'est pas un indicateur fiable de saignement. Il faut savoir que les plaquettes mesurées dans le sang sont les plaquettes inactivées et que les plaquettes, pour pouvoir avoir un effet de coagulant, doivent passer toutes des étapes et entre autres être activées. Et qu'il y a une étude chez le nouveau-né qui montre que le degré de thrombopénie n'est pas associé ni à la mortalité et à l'apparition d'un saignement. Par ailleurs, l'association entre la dysfonction plaquettaire, comme mesurée par des tests de fonction plaquettaire, n'est pas, et le saignement ou la thrombose n'est pas clair non plus. Donc, il nous manque aussi, comme pour les troubles de la coagulation, de paramètres d'indicateurs qu'on pourrait utiliser pour déterminer le risque de saignement. L'étude des groupes des centres ECMO qui montrent que le taux de plaquettes est à peu près à 100 et n'est pas différent entre les centres. Comme pour les transfusions de plasma, une partie des enfants transfusés en réanimation pédiatrique le sont parce qu'ils sont en ECMO, que c'est surtout des petits, des nouveau-nés, que ce sont de grandes quantités et que c'est fréquent et que la cause ici, bien plus que dans la transfusion de plasma, c'est des questions de prophylaxie, donc basées sur un taux de plaquettes, que les plaquettes sont mesurées avant et après transfusion, plus fréquemment que les tests de coagulation, qu'il y a une variabilité, ça c'est aussi chez les enfants pédiatriques, des taux de plaquettes seuil pour les transfusions entre les centres, mais aussi entre les types d'ECMO. On a l'impression que l'ECMO véno-veineuse, les seuils de transfusion sont moins élevés et que l'endroit, donc de nouveau la localisation et donc les médecins qui gèrent ces patients ont une interprétation, utilisent un seuil différent. Ici, on voit que les plaquettes, le taux de plaquettes augmente après transfusion. Un petit rappel, c'est que le seuil médian de plaquettes est de 2,70 et que 80% des plaquettes en ECMO sont transfusées au-dessus d'un seuil de 50 et 10% au-dessus de 100 et qu'il y a une augmentation des plaquettes après transfusion, que les plaquettes sont associées à une mortalité et aux thromboses, mais que malheureusement, ici, vous voyez que la quantité de plaquettes transfusées augmente le risque de mortalité, mais que malheureusement, le taux de plaquettes, surtout en dessous d'un seuil de 100,
augmente aussi la mortalité chez les patients. Ici, toujours la même étude qui montre qu'il y a une différence en transfusion de plaquettes entre les enfants, les nouveau-nés qui décèdent et qui survivent à l'hôpital, que ceux qui décèdent reçoivent plus de plaquettes et que les transfusions de plaquettes sont un facteur indépendant de mortalité. Cette étude qui a bouleversé le monde de la néonatologie, qui a montré que les patients, donc c'est le seul essai randomisé contrôlé sur les transfusions de plaquettes, pas chez les enfants en ECMO, mais chez les nouveau-nés, qui montre que les patients chez qui on transfusé des plaquettes avec un seuil plus bas avaient une meilleure survie sans augmentation du nombre de saignements. Les seuils ne sont pas connus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de questions encore. Quel est le seuil qu'on doit utiliser? Comment doit-on déterminer la dysfonction plaquettaire? Mais encore, en 2021, j'espère qu'on pourra avoir des réponses plus claires à ces questions. Donc, l'ECMO induit une diminution du nombre des plaquettes et de la fonction. Malheureusement aussi bien surtout le taux de plaquettes, mais la fonction plaquettaire n'est pas tout à fait un bon indicateur de risque de saignement. Et aussi bien la thrombopénie que les transfusions en plaquettes sont associées à une morbimortalité chez ces patients. Petit rappel qu'il y a des alternatives aux transfusions hémostatiques et je voudrais surtout me concentrer, c'est que un des gros problèmes de saignement, c'est l'anticoagulation et le monitorage adéquat, comme Stéphane Lebel nous l'a rappelé, mais aussi que le volume des circuits d'ECMO et le coating, comme Chiara nous l'a dit, peuvent être améliorés, ils sont associés à une diminution d'exposition aux 3 produits sanguins, comme je vous ai expliqué. Voilà, en résumé, un petit peu mon topo. Et comme pour beaucoup d'entre nous en ECMO pédiatrique, il y a encore énormément de recherches à faire sur les transfusions en produits sanguins en ECMO. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup pour ce topo bien complet. Alors, dans les questions, on ne voit pas tes questions. Ah, un petit problème d'affichage. Ah, je vous ai oublié. Hop, donc, les questions, alors, il y a eu un débat entre autres, pendant ce topo sur les seuils transfusionnels qui sont utilisés dans les différents centres français, les gens qui sont présents ici. Et notamment, la dernière question, c'est une question sur, du coup, pour les centres qui ont des seuils inférieurs à 10 grammes, quels sont les paramètres, sur quoi en fait vous vous basez, notamment à Paris, sur quoi vous vous basez pour savoir quand transfuser vos patients? Est-ce que c'est sur la NIRS, la SVO2 ou est-ce que vous avez d'autres moyens de monitorage? C'est une question qui t'est adressée. Alors pour Trousseau, parce que nous on a baissé nos seuils transfusionnels depuis quelques années suite au papier qui a été cité de l'équipe de Jacques Lacroix, qui montrait que chez les patients hors ECMO mais qui étaient stables sur le plan respiratoire et hémodynamique, on pouvait descendre à 7 grammes. Et puis aussi les complications qui sont liées aux transfusions massives. Donc on a descendu nos seuils à 8 grammes pour le nouveau-né et on descend parfois entre 7 et 8 grammes pour l'enfant. On va transfuser bien sûr sur les seuils objectivés sur la numération qu'on fait systématiquement. Et on va évidemment, si le patient est instable sur un plan hémodynamique avec des grosses doses de vasopresseurs à choc septique pas contrôlés à la phase initiale, on aura peut-être tendance à avoir des seuils un petit peu moins restrictifs. Ou évidemment, si le patient saigne, et dans ces cas-là, on aura tendance à vouloir monter en particulier les plaquettes. Donc, sur une ECMO véno-veineuse qui est stable, on va essayer de descendre au maximum nos seuils transfusionnels pour transfuser moins de globulaires. D'accord. Et est-ce que vous savez si dans les stratégies d'épargne transfusionnelle, l'EPO notamment est utilisé dans l'ECMO pédiatrique ou autre chose à étudier à
suite. Oui, je pense que le problème de l'érythropoïétine, c'est qu'elle doit être donnée préalablement et c'est souvent, l'ECMO est souvent un état aigu et donc on ne peut pas attendre l'effet de donner de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine pourra avoir une place pour après l'ECMO pour augmenter le taux d'hémoglobine. Néanmoins, chez les enfants, il y a quand même une association entre l'érythropoïétine chez les patients aigus et le risque de thrombose. Et donc, moi, je ne connais pas. En tout cas, nous, on ne l'utilise pas de façon systématique. On l'utilise un petit peu en chirurgie cardiaque pédiatrique chez les enfants témoins de Jéhovah, mais alors, c'est des chirurgies qui sont électives et programmée, mais on l'utilise rarement en aigu en soins intensifs. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'études. Je ne sais pas si d'autres personnes utilisent l'érythropoïétine en réanimation pédiatrique. On l'avait fait une ou deux fois, mais après, comme Ariane le dit, le risque de thrombose quand même est toujours considéré, donc c'est jamais le premier choix. Et puis, dans les saignements, pas beaucoup d'essence parce qu'en fait, on n'a pas un résultat immédiat. J'avais une question pour Ariane. Je voulais savoir si vous transfusez fibrinogène ou Confidex pendant un saignement aigu sur le circuit ECMO ou si encore on ne le fait pas pour problème de thrombose. Parce que le Confidex, oui, mais sur le fibrinogène, il y a beaucoup de... Finalement, on le considère moins thrombogénique du plasma. Oui. Donc, en cas de saignement, il arrive qu'on transfuse du fibrinogène, mais nous, on est quand même très on l'utilise que de façon exceptionnelle parce il y a ce risque thrombotique, surtout après la phase aiguë, qui est non négligeable. Ça a été démontré en adultes, mais en pédiatrie aussi. Donc, on utilise surtout du plasma. Et physiopathologiquement, l'ECMO induit des troubles de la coagulation. Et la question est de savoir est-ce qu'une diminution du taux de fibrinogène n'est pas simplement un marqueur d'un débalancement de tous les facteurs de coagulation et pas simplement du fibrinogène. Je pense qu'une des grandes limites encore aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à caractériser la coagulopathie. Et donc, c'est vrai que nous, on préconise surtout du plasma frais congelé. Exceptionnellement, on donne du fibrinogène, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très exceptionnel, donc on ne peut pas faire de statistiques là-dessus. On a l'impression que ça augmente quand même le risque de thrombose du circuit de l'administré. Et vous utilisez des antifibrinolytiques s'il y a une consommation active de fibrinogène avec un taux qui baisse à basse dosage ou non? On l'utilise surtout chez les patients de chirurgie cardiaque qui saignent énormément lors de la mise en ECMO. Et c'est vrai que j'avais refait la littérature il y a pas très longtemps. En fait, il y a très peu de données des antifibrinolytiques en ECMO pédiatrique. Il y a une étude qui date de 92 qui montre que ça diminue de façon significative le saignement, mais eux, ils rapportent une augmentation des thromboses de circuit sans avoir de répercussions, sans avoir de thrombose clinique. Pardon. Nous, c'est quelque chose dont on n'a pas l'impression, même si, comme vous le savez, les patients qui saignent en ECMO, qui ont donné énormément de produits sanguins, à la fin, on ne sait pas ce qui est la cause de la nécessité de changer le circuit. On a la même expérience que chez vous. Ceux qui saignent, à qui on donne plein de produits sanguins, il faut rapidement changer le circuit d'ECMO parce qu'il y a des problèmes. Ils continuent à saigner, mais malheureusement, ils ont aussi des thrombus dans le circuit. Merci. Alors, il y a deux questions, notamment, est-ce que vous avez une expérience sur l'utilisation de la desmopressine ou du facteur de Willebrand pour limiter la transfusion plaquettaire chez les ECMO hémorragiques? Moi, je n'ai pas d'expérience et je ne connais pas bien la littérature sur le sujet, je n'ai pas d'expérience, mais ce que j'ai un peu pu lire, c'est que le problème est de savoir à qui on va donner la desmopressine, étant donné que
Le problème, c'est qu'il y a une activation du facteur von Willebrand chez tous les patients en ECMO. Et donc, c'est difficile. On n'a de nouveau pas de critères pour savoir à qui il faut le donner. Mais moi, je n'ai pas d'expérience avec l'administration. Ok, très bien. Et donc, une dernière question, et je pense que ce sera l'heure de conclure. Est-ce que vous avez des lésions des extrémités de type vascularite durant vos ECMO? Si oui, liez-vous ces lésions à la thérapie par l'héparine? Voilà, c'est une des questions qui est posée par une des participantes. Alors, je réponds. Oui, ça nous arrive d'avoir chez les patients, par exemple en sepsis, qui ont des gros troubles de la coagulation, qui vont être induites, qui vont s'induire d'ailleurs davantage avec l'ECMO. On peut avoir probablement des micro-emboles. On ne sait pas si c'est des micro-emboles systémiques ou si c'est une mauvaise perfusion qui est liée aussi au vasopresseur important. Et on a de temps en temps ça. Et là, la discussion, c'est effectivement est-ce qu'on augmente l'anticoagulation parce qu'on pense qu'il y a des caillots qui sont partis du circuit, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut baisser plutôt tout ce qui est support hémodynamique quand on peut, ou débit d'ECMO pour essayer de limiter un peu la dyschémie périphérique. Chiara, peut-être elle a une réponse. Oui, j'aurais dit la même chose en fait. Donc, oui. Ok. Eh bien, on va conclure cette deuxième session. Et puis, en espérant vous retrouver demain, même heure, même endroit, devant votre ordinateur, pour une session plus orientée sur l'infection en ECMO. Et là aussi, je pense, beaucoup de présentations et de débats passionnants. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.